Allez, on y va, c'est parti pour la partie 2 de cet épisode 0. Donc dans cette, partie 2, donc dans ce podcast numéro 2, on va parler de mon histoire, d'accord? Donc une histoire d'héritage et un lotissement à Mout, à Fort-de-France, que j'ai dû faire et de ma reconversion professionnelle, OK? Donc on va commencer par mon histoire personnelle, donc l'héritage et le lotissement à Mout. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en 2018, mon grand-père, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, décède. Donc, il avait 14 appartements. Il avait sa résidence principale également. Voilà. Au cours de sa vie, il était transitaire et chef d'entreprise. Il a gagné sa vie et au fur et à mesure, il a construit des bâtiments. Donc, il a construit des maisons, des petits immeubles de rapport qu'il avait, à Mout, aux Trois-Îlets, à Fort-de-France et cetera. Donc il y en a certains qu'il a vendus ou donnés à ses enfants et puis, il restait, on va dire, en indivision, puisqu'il y a une partie qu'il a pu donner SCI et tout, de son vivant. Il n'a pas pu tout donner malheureusement parce qu'il a commencé trop tard et il y a une propriété à Mout, à Fort-de-France, qui restait en indivision, c'est enfin en nom propre et dont on a hérité, quand il est décédé. Donc quand je dis «on», c'est mon oncle, donc le frère de mon papa, moi et mon demi-frère Gillan, qui, rappelez-vous, est aux États-Unis, puisque nous venons en représentation de notre père qui est décédé. Donc là, au moment où ça se passe, moi, j'ai 30 ans, OK? Heu, la parcelle a 5 bâtiments et un terrain constructible, mais avec un très gros arbre dessus. Et on se dit: «Bon, ben, voilà, comment on fait?» machin. Donc je passe les détails du partage qui se passe pas bien parce que bien sûr, un tel veut ceci, un tel veut cela, mais les dispositions du testament disaient ça. Enfin bon bref, on va pas épiloguer là-dessus, c'est l'histoire de plein de familles et là on perd du temps, 2019 machin, dans des parlementations, dans des trucs, inutiles et on cherche des solutions avec le notaire. Donc en 2019, le notaire nous trouve, un acquéreur potentiel, donc qui s'appelle Arcave. Donc Arcave, c'est un organisme qui fait de la réhabilitation pour des logements sociaux, d'accord? Donc il rachète des choses, on va dire vétustes, hein, puisque oui, les biens n'étaient pas en bon état du tout. Heu, il y avait 14 logements, mais 8 locataires au moment du décès de mon grand-père et 4 qui payaient réellement, d'accord? Donc on était dans un truc, vraiment compliqué, où j'ai dû lancer des procédures, où j'ai dû, demander à tout le monde de partir aussi, par rapport au décès. J'ai expliqué que comme on allait vendre, que j'allais devoir rompre tous les baux et de toutes les façons, les loyers qu'il y avait, en fait, mon grand-père ne les avait jamais révisés depuis les années 98. Donc il y a des gens qui étaient dans des F4 à 500 € par mois. Mmh. Il y a des gens qui étaient dans des studios à 350 € par mois. Des studios de 30 mètres carrés quand même, hein, à Mout. Donc bon, de nos jours, ça ne se fait plus, hein. Mais c'est un peu le parti pris, le compromis, c'est-à-dire que je n'entretiens pas mes biens et en contrepartie, tu me donnes un petit loyer. Donc du coup, les 2 parties étaient, satisfaites, si on peut dire. Ils habitaient à Fort-de-France à moindre coût et mon grand-père, de l'autre côté, pouvait vivre de ses loyers, mais sans payer une blinde à faire des ravalements de façade ou à faire des travaux, perpétuels, sur ses biens. Bon après pour les héritiers, c'est pas top du tout parce que tu es obligé de brader et que tu hérites de choses dont tu peux même pas espérer un revenu locatif parce que c'est tellement crade que ça fait un peu marchand de sommeil, tu vois? Et moi franchement, j'étais pas de cette équipe-là, donc j'ai préféré dire aux gens de partir et de ne plus louer, garder le truc vide et vendre vide, en fait. Donc Arcave se positionne en 2019, ils nous font une offre au ras des pâquerettes, bien sûr, hein, puisque ce sont des gens qui ont l'habitude de négocier, ce sont des professionnels et nous, on a envie de finir avec ça, passer, rapidement les 6 mois là, qu'ils disent, de payer les frais de succession, machin, ça fout un stress pas possible. Payer les frais de succession, vendez vite et cetera, donc on est dans ça, en 2019 et on accepte cette offre au ras des pâquerettes. Sauf que il y a les locataires à récupérer dans le deal. Dans le deal, c'est: «OK, je te vends à ce prix-là, mais par contre, les
4, enfin les 8 locataires qui sont là, tu t'en occupes pour les reloger. OK. Sur les 8, il y en a 4 qui sont partis de leur plein gré puisque j'ai fait un courrier recommandé et tout avec, procédure d'huissier, machin, congé pour vente et tout. Et il y en a 4 qui demeurent. Mais les 4 qui demeurent, ils sont difficiles à reloger et Arcave n'arrive pas à les reloger et on poireaute pendant 6 mois, pendant 1 an et on voit qu'on n'a toujours pas signé de promesse de vente. J'appelle le notaire, je lui dis: «Mais attendez, on a signé une offre depuis l'année dernière acceptée pour tel prix où on est d'accord pour vendre à la personne. Pourquoi on n'est pas encore passé à l'étape de la promesse de vente? Je comprends pas. Comment on peut avoir 1 an de délai entre une offre et une promesse? On signe quand cette promesse?» En plus, ils ont versé l'indemnité d'immobilisation chez le notaire. On va revenir sur cette histoire d'indemnité d'immobilisation après. Et là, je commence à taper du poing sur la table, je dis: «Bon écoutez, ça va pas être possible, moi je change d'acquéreur. Donc si c'est ça, je vends à quelqu'un d'autre». Et là, je commence à chercher ailleurs. Donc, branle-bas de combat, trouver promoteur, trouver, investisseur privé, j'appelle toute la Martinique, je fais défiler, tous les gens et non, c'est compliqué, l'accès, c'est rue François Rustal, c'est une rue qui est en pente comme ça. Vraiment, pour les camions toupies, c'est compliqué, pour les gros engins, c'est compliqué de monter et de descendre cette rue, c'est compliqué. Donc déjà, les promoteurs, les gros machins, institutionnels là, ils se disent: non, ça va être compliqué parce que en plus les bâtiments sont de bonne facture». Parce que même s'ils étaient pas bien entretenus, c'était du bon béton. Donc ça mérite un coup de peinture, mais pas de démolir. Et eux, s'ils achetaient la parcelle, donc c'était 3 800 carrés. S'ils achetaient la parcelle en totalité, il fallait détruire 5 bâtiments et 5 gros bâtiments avec beaucoup de béton, beaucoup de ferraille à trier et cetera, dont amiante. Bref, je passe les détails et ça coûte très cher. Donc calcul fait, CU opérationnel, ils vont à la mairie, ils voient sur combien d'étages on peut monter, quelle résidence on peut faire là en neuf et tout machin et quand ils pèsent le pour et le contre, vu qu'il y a une ravine en plus non loin, attenante, il y a un recul de 10 mètres et cetera. Bon, c'est compliqué finalement, personne ne se positionne et personne ne veut racheter la propriété. Mmh. Du coup, 2020, post-Covid, oblige. 2020, rien ne fonctionne, les administrations sont confinées, les trucs sont fermés et cetera. Donc 2020, on fait une petite pause. D'ailleurs, le partage n'est toujours pas signé en attendant avec mon oncle. On est toujours en guéguerre et du coup, on se réveille en 2021 et on se dit: «Ah bah tiens, on a failli mourir avec ce truc-là. Peut-être que, on ferait mieux de trouver un terrain d'entente et de signer ce partage et puis chacun fait sa vie de son côté maintenant. Chacun voit comment il peut redistribuer ses billes, revendre, garder, relouer, retaper, enfin, en fonction de ses moyens et en 2021, Dieu merci, merci le covid, je ne sais pas, on trouve, un accord de partage. Donc ça y est, chacun, récupère sa zone. Donc mon oncle récupère un premier bâtiment et mon frère et moi, on garde les 4 autres et le terrain constructible avec le gros arbre dessus. Et là, on commence à chercher d'autres solutions, avec mon frère. Bon, mon frère qui est aux États-Unis, qui suit pas grand-chose, hein, donc c'est moi qui ai tout fait en Martinique, en vrai. Parce qu'à l'époque, il était jeune étudiant, ouais, il était lycée ou début d'études. Et et ça fait longtemps qu'il a quitté la Martinique. Il est parti quand mon père est mort, il avait 6 ans. Donc en 2020-2021, voilà quoi, il était à peine ado et c'est à moi de tout gérer. Et donc on cherche des solutions et je fais donc la rencontre d'une autre notaire qui me présente à une, agent IMO qui me donne une super idée d'ailleurs. Merci Christine, parce que c'est grâce à toi que ce lotissement, est né, l'idée du lotissement est née. Elle vient sur place et elle me dit: «Non mais madame Chalounou, vous allez jamais réussir à vendre ça en l'état, parce que pour rénover tout ça, il faut un budget de plus d'1 million d'euros». J'ai fait venir aussi des architectes, hein, qui m'ont confirmé, la chose, 2 différents et ils m'ont dit: «Non mais en fait, en l'état là, heu, rénover tout ça, c'est beaucoup trop pour une personne, c'est beaucoup trop pour un acquéreur. Il faut séparer les bâtiments, c'est-à-dire faire des parcelles, isoler chaque bâtiment sur sa parcelle et vendre à 5 personnes différentes».
Donc les 4 bâtiments qui sont déjà bâtis, on fait une division avec un géomètre et la petite parcelle où il y a le gros arbre dessus, c'est un caoutchouc, hein, pour la petite histoire, mélangé à un figuier maudit. Pour les gens qui sont des Antilles, vous savez ce que c'est. La bête faisait 30 mètres de haut. Oui. Et ben, fallait diviser ça pour voir si on peut revendre aussi et couper l'arbre au passage. Bon bref, ça, c'est une autre histoire. Je l'ai fait, mais ça n'a pas été facile et du coup, on trouve cette solution et donc elle m'accompagne, machin, elle me dit: «Bon allez, on fait ça, machin». Je commence à pré-commercialiser les trucs. Effectivement, on voit qu'il y a un engouement. Là où avant, les promoteurs et consorts me disaient: «Non merci madame, on vous rappelle plus». Là, il y avait du monde qui venait et qui était intéressé pour chaque lot, chaque bâtiment séparément. Puisqu'effectivement, ça faisait des beaux immeubles de rapport. Le premier immeuble avait 4 F3 de 70 mètres carrés. Le deuxième immeuble avait 2 duplex de 100 mètres carrés. C'était une maison jumelée. Le troisième immeuble avait 4 petits studios de 30 mètres carrés et la dernière petite maison au fond avait et c'était un F3, d'accord? Une petite maison, seule, F3 et puis le terrain, comme je vous ai dit, avec le gros arbre au milieu et là, donc on commence à machin, il y a du monde, on commence à signer des promesses de vente et tout machin. Sauf qu'il y a une servitude pour arriver à ce lotissement. Et en l'occurrence, elle fait 3,50 m, la servitude au moment où on parle et elle est défoncée. Donc concrètement, je ne peux vendre aucun lot si la servitude n'est pas refaite. Donc on me dirige vers un géomètre, on me dirige vers bureau d'études, vers un architecte, etc. Et elle me dit: «Madame, vous n'avez pas le choix. Vu la division que vous voulez faire là, c'est une création de lotissement. Et pour créer le lotissement, refaire la voirie, etc., c'est un permis d'aménager qu'il faut et refaire une servitude avec réseau enterré en dessous et aux normes actuelles, en fait, avec 5 mètres de large». Je dis ça à la notaire me dit: «Oui, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer les ventes, on va mettre sous séquestre une partie des sommes et avec le séquestre, on va payer l'artisan qui va réaliser les travaux pour faire la voirie, pour vous, post-vente, quoi». Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Au final, quand, j'ai, obtenu en 2022 mon permis d'aménager et que je suis retournée la voir avec les papiers, elle me dit: «Ah mais non madame Chalonneau, ah non, mais j'avais pas compris que vous refaisiez les réseaux en souterrain et en fait, quand on fait une viabilisation avec réseau souterrain et tout, il faut d'abord faire les travaux et ensuite vendre les lots». J'ai dit: «Mais alors là, j'ai un problème de financement parce que ça coûte entre 130 et 150 000 € l'aménagement là». Et concrètement, en 2021, je vous ai dit, j'étais enceinte de ma fille cette année-là. J'ai construit ma résidence principale, d'accord? Et j'avais cette histoire de lotissement-là à gérer en parallèle. Donc autant vous dire qu'au niveau endettement et tout, je ne pouvais pas emprunter 150 000 € puisque j'étais déjà engagée sur ma résidence principale, d'accord? Et du coup, il a fallu trouver une solution pour, en 2023, commencer à faire les travaux moi-même, du coup. Donc je vous dis pas la douche froide que j'ai eue parce qu'on m'a fait croire, enfin on m'a fait croire. Malheureusement, on s'est trompé et on m'a dit que c'était possible de faire un séquestre et tout. Finalement, le séquestre n'est pas possible. On part à la banque pour voir qui est-ce qui finance, comment on finance. Sauf que j'ai un demi-frère américain et que je suis en indivision à 50-50 sur toute la parcelle avec lui et que quand il faut prendre des garanties bancaires avec un non-résident français, pas possible. Ouais, très compliqué. Les banques, c'est pas si simple. Du coup, je n'ai pas pu faire le prêt perso, donc je me suis retournée vers ma mère. Heureusement, Dieu merci, qui avait un superbe conseiller, qui se reconnaîtra s'il me regarde, qui a fait le prêt travaux pour elle. Elle m'a prêté la somme et j'ai pu faire les travaux. Donc merci maman, merci à ce conseiller qui se reconnaîtra, parce que franchement, sans cette solution-là, j'aurais été bloquée. Jusqu'à aujourd'hui, le terrain aurait été en friche, les appartements, les trucs auraient été squattés, parce qu'on n'aurait pas pu faire les travaux nécessaires pour la commercialisation des biens, en fait. Donc du coup, on est en 2024. Donc 2023, j'obtiens le prêt, j'amorce les travaux. 2024, il y a quelques modificatifs à faire, sur le permis d'aménager, puisque bon, je passe les détails des papiers et repapiers, des ABF, puisque je suis en proximité de l'église de Redoute, hein. Donc même si c'est le sol que je refais,
et ben, les ABF ont droit de regard sur mon dossier et ils doivent donner une signature et autoriser les travaux d'une voirie. C'est absurde, mais c'est le système français. Et la dame qui s'occupait des ABF à cette époque-là était en arrêt maladie. Elle n'a pas signé. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois d'attente. Et en fait, quand les délais sont dépassés, on dit qu'ils sont purgés et du coup, si les ABF ne sont pas manifestés dans la période, on considère que c'est un accord tacite et donc ça a retardé mon dossier de plus de 6 mois, enfin bon bref. Ça a été le parcours du combattant avec, le service de la mairie de Fort-de-France qui aussi subissait les lenteurs, enfin voilà. Et en 2024, du coup, mon permis modifié est enfin terminé. Tous les délais sont purgés et je peux enfin vendre les premiers lots puisque ma viabilisation est faite. On a refait tous les réseaux en enterré, on a bétonné sur 5 mètres de large, j'ai mis des lampadaires, machin, mais un gros chantier. Franchement, avec le recul, je me dis: «Mais comment tu as fait?» Avec enfant, enceinte et tout, j'étais sur les 2 chantiers en plus, puisque j'avais ma maison que je construisais et le lotissement que je construisais, la même année. Voilà. Du coup, heureusement que j'avais ce congé maternité de 13 mois qui m'a permise de souffler un peu et de pouvoir gérer mes affaires perso en parallèle de mon travail à la banque, hein, parce que c'était chaud. Et là, donc on est en 2024, je vends les 2 premiers lots qui me permettent de rembourser ma mère et de commencer à payer les arriérés d'impôts, puisque la taxe foncière ne s'arrête pas. Rappelez-vous, mon grand-père est décédé en 2018. Quand je vends, on est en 2024. Toutes les taxes foncières de la période 2019-2024 sont impayées, puisqu'on parle d'une propriété de 3 400 mètres carrés à 12 000 € à l'année, hein. 12 000 € de taxes foncières, hein, 13 000 €, puisque ça augmente chaque année, donc on était à 13 000 € de taxes foncières annuelles. Inutile de vous dire que je n'avais pas ces 13 000 €. En face, il n'y avait pas de locataire pour payer et en même temps, je ne pouvais pas mettre de locataire puisque j'avais un gros lotissement avec gros chemin à défoncer, refaire, enrochement, et cetera. L'accès au bâtiment était pas possible pendant la période. Donc du coup, heu, les arriérés s'accumulent aux impôts, les pénalités s'additionnent aux impôts. Les droits de succession restent à régler aussi, parce que quand on hérite d'un tel patrimoine et ben, l'État se sert allègrement, en fait, hein. C'est-à-dire que tes parents, tes grands-parents ont trimé toute leur vie pour construire un truc et tu donnes la moitié aux impôts. Franchement, si c'est pas préparé, tu donnes, ben, 40. Tu donnes 40 aux impôts et là, c'est hors pénalité, hein, parce que si je rajoute pénalité et machin, on est à 45. Du coup, là, on est en 2024, je rembourse enfin les trucs, je commence à rembourser mes dettes, machin. 2025, je fignole le truc, dernier raccordement Odyssey. Là, au moment où je vous parle, il y a le raccordement EDF qui va se faire dans les prochaines semaines. Donc tout ça a été retardé et tout, mais on voit le bout et j'ai mes dernières ventes cette année qui ont lieu. Donc là, tous les bâtiments ont été vendus. Là, on est en octobre 2025. Il me reste que le terrain avec l'arbre, souvenez-vous, le figuier maudit et le caoutchouc que j'ai dû couper. Donc évidemment, le terrain n'est pas parti avec son caoutchouc dessus parce que le truc était de la taille d'un immeuble et en fait, ça faisait peur à tous les acquéreurs parce qu'ils voyaient, 20-25 000 € de frais d'élagage, en face du prix de vente et du coup, ils se sont dit: «Non, on va pas faire». Et moi, voyant que ça se vendait pas et ben, j'ai emprunté de l'argent et j'ai coupé. J'ai coupé et là, j'ai coupé, j'ai pré-terrassé le terrain et franchement, après, ça avait une autre gueule. Le lotissement a changé radicalement. C'est déjà, ça a apporté plus de luminosité puisque l'arbre faisait une ombre projetée, partout, sur les bâtiments. Ça faisait de l'humidité aussi et tout. Du coup, quand j'ai rasé ça, c'était parfait. Alors, il y a des gens de l'ONF qui doivent me regarder. J'ai déposé une demande chez vous, hein. J'ai demandé l'autorisation. On m'a dit: «Pas de problème, caoutchouc n'est pas protégé». Il y a pas de souci, hein. Tout a été fait dans les normes. J'ai même fait une DP pour pouvoir couper cet arbre parce il était tellement gros qu'il fallait faire une DP à la mairie. Donc tout a été fait dans les règles, tout s'est bien passé et tout. Et là, je trouve finalement tous les acquéreurs pour tous les lots puisque je vends 2024-2025 et là, bientôt le terrain, avec, le fameux arbre qui a disparu, que je vends là, le mois prochain.
Donc là, l'aventure du lotissement, se termine pour moi en 2025, je l'espère, sans débordement sur 2026 et et là, on va passer à la deuxième partie de cet épisode qui est la reconversion professionnelle. Comment en 2023, j'ai le déclic et je me dis: «Non ma fille, non, la banque, on va pas rester là, on va faire autre chose» et ton expérience justement, professionnelle, enfin pas professionnelle, mais ton expérience de lotissement à Mout doit te servir et si tu as réussi à le faire en tant que particulier, qu'est-ce qui t'empêche de te professionnaliser et de prendre des cours, de prendre une formation dans le domaine? Tu as commencé par le plus dur. Tu as fait un lotissement en étant particulier et franchement, ça c'est je dirais pas que c'est du jamais vu parce qu'il y a certainement des gens qui l'ont fait. D'ailleurs, si vous l'avez fait à titre perso suite à un héritage ou un truc, dites-moi parce que c'est pas courant comme situation et même quand il a fallu monter les dossiers à la banque et tout, on m'avait parlé de GFA, de garantie financière d'achèvement, mais ce sont des assurances qui ne peuvent être souscrites que par des professionnels, que par des entreprises de BTP, des entreprises de bâtiment. Et quand j'ai appelé tous ces gens-là pour leur dire: «Non mais moi je fais ça à titre perso et j'aimerais bien avoir, l'assurance, le truc», ils m'ont dit: «Non madame, vous n'êtes pas professionnelle, on ne peut pas vous assurer». Du coup, voilà, j'ai dû faire ça sur fonds propres, sans garantie financière et tout pour m'aider et du coup sortir tous les fonds, viabiliser le truc avant de pouvoir vendre. Donc la reconversion professionnelle, on revient à notre sujet. 2023, j'ai le déclic. Comment j'ai le déclic? Ma mère m'envoie une annonce du Bon Coin et elle me dit: «Sabine, regarde, il y a cette maison-là, à Clairières», donc c'est mon quartier d'enfance, hein, c'est là où j'ai grandi. Une maison à Clairières, maison créole et tout machin, en vente actuellement, regarde le prix. Je regarde le truc, une maison rénovée mais avec goût, hein. Les matériaux, la cuisine, la salle de bain, les carreaux, la dame a fait une piscine, un grand mur de clôture. Franchement, le machin est propre. Juste derrière la clinique Saint-Paul. Prix de vente 720 ou 740 000 €, enfin plus de 700 000 €. Je dis: «Attends, je connais la maison de madame Hôtel là, elle était morte quelques années avant. J'ai vu cette maison créole toute ma vie, je passais devant tous les jours en voiture et je me dis: «Mais attends, la personne franchement a tout cassé au décès de cette dame. Elle a dû acheter la maison entre 250 et 280 000 €, mais a tout cassé et franchement 280, je suis généreuse, 250 000 € et elle a fait des travaux. Certes, elle a fait des travaux lourds, des gros travaux à l'intérieur et tout, avec de bons matériaux, bonne qualité. En plus, il y a une dépendance derrière. Vous savez, à l'époque, les maisons créoles avaient des cuisines détachées de la maison principale et donc cette dépendance, la personne a fait des bureaux dedans. Donc franchement, le truc était, beaucoup de pièces, on peut faire plusieurs chambres, même des chambres dehors, machin et tout et bien réalisé. Mais j'ai fait le calcul entre 740 000 € et 250 000 € d'achat et là, le truc s'est allumé, la l'ampoule s'est allumée dans ma tête et je me suis dit: «Mais attends Sabine, tu peux faire ça? Tu achètes une maison ou un appartement, tu rénoves et tu revends. C'est c'est possible pour toi. Tu viens de faire un lotissement ma fille. Tu viens de faire un lotissement de 5 lots à Fort-de-France et tu as suivi le chantier, tu as eu rapport avec tous les professionnels, tous les artisans, bureaux d'études, architectes, géomètres et consorts et ça t'a pas freiné, ça, au contraire, ça s'est bien passé et tu as même pris du plaisir et tu as même pris du plaisir dans toutes ces étapes-là qui ont été longues et douloureuses. Tu as même pris du plaisir à faire, à réaliser le projet, en fait. Donc dans ton parcours, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Et là, je me retourne vers Christophe, donc mon mari, je lui dis: «Chéri, regarde l'annonce que maman m'a envoyée et tout. C'est une maison, à côté de chez nous, qui est revendue tel prix. Regarde les photos». Il a emballé le truc, machin. Je lui dis: «Tu vois, mais c'est un métier comme ça que je devrais faire, acheter des biens, les rénover et les revendre». Il me dit: «Mais c'est marchand de biens, Sabine». C'est la première fois de ma vie que j'entendais ce mot, ce métier. Je connaissais tous les autres métiers de l'immobilier, mais marchand de biens immobiliers,
J'avais jamais entendu de ma vie et là, eh ben, ça y est, hein, le cerveau s'allume, les idées fleurissent et là, je me dis: «Ben, ça y est, j'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé ma voie, je veux devenir marchand de biens immobiliers». Donc je tape sur Google, je tape sur YouTube, je tape sur Spotify, tout ce qui a un rapport avec le marchand de biens immobiliers et je tombe sur Yoni le marchand de biens, donc qui est un youtubeur, connu maintenant, qui a une école de formation, la MDB Academy et je m'inscris et oui, le truc m'appelle, c'est-à-dire que c'est plus fort que moi, il faut que j'y aille. Donc je m'inscris à cette formation. Je fais la formation en e-learning, donc les modules vidéo et tout et le mois d'après, il sort un incubateur d'entreprise pour créateurs, d'activités en marchand de biens. Donc c'est une formation qui est dédiée à des futurs marchands de biens qui veulent se professionnaliser et qui sont coachés pendant 6 mois à Lyon, en visio avec les coachs et avec, 3 rencontres, pendant la période des 6 mois, 3 rencontres, dans un week-end, on va dire bootcamp à Lyon. Et là, alors ça représente un budget parce que la formation, elle était à 12 000 € et sur le moment, je me dis: «Bon Sabine, il y a une décision qui doit être prise. Est-ce que tu veux rester toute ta vie à la banque ou est-ce que tu veux ouvrir un autre champ des possibles et te professionnaliser dans autre chose? Est-ce que, franchement, est-ce que le métier de marchand de biens t'appelle?» Et là, j'ai regardé des vidéos, j'ai écouté des podcasts et tout et plus j'écoutais, plus j'en savais, plus j'avais envie de faire. Et plus j'allais à la banque et que j'avais des rapports, parfois tendus avec certains clients ou certaines clientes, plus je me disais: «Mais qui ça manque à foutre là?» Vraiment. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu fous là?» Et là, ben, j'ai dit: «Go!» J'ai dit: «Allez, vas-y». Machin, j'ai vendu ma voiture, enfin, j'ai trouvé une solution financière. J'avais déjà un petit peu d'épargne de côté, ça suffisait pas. Bref, j'ai trouvé une solution. J'ai financé mes 12 000 € de formation et je suis partie faire mon incubateur. Heu, il y a des personnes qui m'ont aidée dans mon entourage qui se reconnaîtront pour les 3 voyages, Martinique-Paris. Merci à elles. Et mon entourage a été, voilà, dans le soutien aussi, mon compagnon extraordinaire, ma mère extraordinaire, ils ont pris le relais et cetera. Je me levais pour des visios à 5 heures du matin, parce qu'avec le décalage horaire et oui, les visios, voilà. Donc j'allais dans la chambre de mon fils ou de ma fille en fonction de qui s'était levé et tout machin. Je m'enfermais avec mes écouteurs et tout et je faisais mes visios avec mes coachs de Paris quoi, de Lyon et du coup, ça s'est super bien passé. Plus il y avait des visios, plus le truc m'emballait, plus j'en apprenais sur le métier de marchand de biens, plus je sentais que c'était ma mission de vie et ben, j'ai passé les 6 mois, superbement bien. J'ai à la fin du parcours décidé de créer ma société et j'ai sauté le pas. Après, j'ai pris rendez-vous avec la PEC et cetera pour voir comment quitter parce que j'étais à un poste, assimilé cadre. Du coup, c'est la PEC qui m'a reçue et qui m'a dit: «Bon, ben, on va étudier votre projet de reconversion, tout ça» et je suis rentrée dans le système de démission reconversion. Donc Dieu merci en France, on a des systèmes comme ça qui permettent de cumuler, voilà, création d'entreprise et indemnité chômage. Donc je suis passée au fil du rasoir, sur l'ancien format qui était de 24 mois d'indemnisation, donc 2 ans d'indemnité chômage. Bon, c'est 70 de ton dernier salaire, hein, donc ça baisse tes revenus, mais écoute, hein, il faut ce qu'il faut, et c'est déjà mieux que rien parce que la même démarche entreprise aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde, c'est zéro walou, hein, il y a rien. Donc ce dispositif-là est super et merci à France Travail, hein, d'accompagner les jeunes créateurs d'entreprises, dans ces périodes où on lance le truc, mais c'est pas encore, rentable, c'est pas encore, les chiffres d'affaires sont pas encore là. Surtout en immobilier, puisque moi, du coup, j'ai acheté ma 1re opération d'achat-revente. À ce jour, elle est toujours pas revendue, donc il y a plusieurs mois à attendre avant de pouvoir avoir des rentrées et tout. Donc heureusement que je suis sous ce dispositif-là. Donc mon achat-revente du coup, hem, c'est un appartement F4 à Bellevue que j'ai acheté
et que j'ai décidé de revendre en plateau, c'est-à-dire que je l'ai nettoyé complètement, vidé. Heu, j'ai démoli salle de bain, cuisine, tous les trucs vétustes à l'intérieur et je le revends avec devis de rénovation. Comme ça, la personne peut le personnaliser, le mettre à son goût. Ça, c'est une des techniques, hein, qui est possible quand on est marchand de biens, de revendre en plateau. Sinon, il y a aussi la technique de tout fini, donc de faire la rénovation en totalité. Donc s'il ne part pas comme ça, je vais certainement faire, la rénovation, complète et le revendre à prix rénové, du coup, ou le louer, je vais voir. Mais, du coup, ça, c'est pour dire que ma première opération est en cours et que je suis super contente et fière de ça, parce que j'ai obtenu mon financement, la banque me fait confiance et tout. Et puis, du coup, comment s'est passée cette d'histoire de podcast? Pourquoi je suis devant vous à vous parler? Pourquoi j'ai décidé de lancer une page Instagram? Pendant cette période où j'attends la revente de cet appartement, je me dis: «Non mais Sabine, tu es trop jeune, là tu as 38 ans, tu peux pas rester chez toi à attendre 6 mois qu'un appartement ou qu'une maison se revende. Même en ayant fait des travaux, machin, enfin, les délais immobiliers peuvent être longs et tu vas pas rester chez toi, te tourner les pouces là, attendre que le truc se revende». Et c'est de là qu'encore une fois, les idées fleurissent, quand on est au calme et que je pense à faire le podcast. Et je me dis: «Mais en fait, tu as des choses à dire, tu as des choses à partager, non seulement de ton expérience de conseillère bancaire, de ta nouvelle expérience de marchande de biens, et je pense que tu peux combiner les 2 et donner des conseils aux gens en investissement immobilier et cetera». Et du coup, voici l'idée du podcast, c'est de créer un format où, les personnes puissent, ben, m'écouter, écouter les conseils. Donc on va balayer plusieurs domaines, hein. Le bancaire, l'immobilier, voilà, tout ce qui est possible de faire en termes d'investissement et cetera. On va aller à la rencontre également de professionnels, hein, de l'immobilier pour apprendre les bases et rencontrer des investisseurs aussi qui ont déjà réussi dans ce domaine et qui vont nous donner les tips, nous donner les bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour en être là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Par quoi ils ont commencé? Quelles ont été les difficultés, les histoires cocasses qu'ils ont à nous raconter aussi sur, des locataires, des trucs, des histoires de vie quoi, en fait. Donc ça, j'avais envie de partager ça et j'avais aussi que la communauté antillaise se réveille sur ce sujet et particulièrement les femmes et qu'on prenne le pouvoir là-dessus et qu'on se dise: «Mais en fait, moi aussi je peux investir en immobilier. Je peux investir en immobilier, j'ai qu'à me former un petit peu». Voilà, l'éducation financière, c'est pas seulement apprendre à gérer ses comptes et à faire de la bourse et tout, c'est aussi apprendre à investir dans de la pierre, pourquoi pas, si c'est votre domaine, hein. Il y a des gens qui vont faire 100 bourse et c'est OK. Mais il y a des gens qui croient que voilà, l'immobilier est un très, très bon support pour ensuite se garantir soit des revenus complémentaires, soit une liberté financière, soit, beh, une retraite assurée. Et concrètement, moi, j'en ai été témoin dans ma vie, puisque mes grands-parents, ils avaient des petites retraites et à côté, ce qui permettait de gérer le quotidien, c'est les revenus locatifs. Même s'ils étaient au ras des pâquerettes, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça faisait quand même, il mon grand-père, pour être transparente, hein, il avait à peu près 4 000 € par mois de revenus locatifs, uniquement, puisque bon, même s'il avait beaucoup de logements, on a bien vu tout à l'heure que c'était pas des gros montants et qu'ils n'étaient pas tous loués ou pas tous payés. Du coup, il était à 4 000 par mois plus 800 € de retraite. Il avait 800 € de retraite officielle, c'est-à-dire qu'il a pas cotisé correctement quand il était entrepreneur. Dieu merci, il a fait 10 ans en tant qu'employé à Transit Martiniquais, je crois, à l'époque. Et où il était cadre et ensuite il a créé sa société et ce sont les 10 années de transit martiniquais qui ont permis d'avoir 800 € de retraite à la fin de sa vie. Est-ce que vous pensez qu'avec 800 € de retraite, on peut vivre en 2025? Non. Il est mort à 96 ans. Il a pris sa retraite, alors bon, champion du monde, hein, il a pris sa retraite à 84 ans. Oui, papy était chef d'entreprise et son entreprise, c'était son bébé et il a fallu le pousser à 84 ans, après la mort de mon père d'ailleurs, parce qu'il commençait, voilà, à avoir, des petits troubles, à être, je sais pas s'il était en dépression ou quoi, mais franchement, ça il commençait à déconner, ça n'allait plus au niveau de son boulot et on a dû le pousser pour lui dire: «Non, maintenant repose-toi, arrête, ça suffit, lève le pied et tout et tout» et il a consenti à partir à 84 ans.
Donc ça veut dire que de 84 ans à 96 ans, s'il n'avait pas eu l'immobilier, il aurait dû vivre avec 800 € par mois. Mmh. Donc vous doutez bien que moi, dans mon expérience de vie et de ce que j'ai vu dans mon entourage, dans ma famille, l'immobilier est un levier très important, d'autant qu'il est finançable, avec les banques et qui garantit une stabilité en termes de revenus et là, vous avez bien compris dans quoi on est parti là pour les retraites en France. Honnêtement, les moins de 40 ans là, je crois pas qu'il y aurait une retraite avec le système de répartition actuel là. Il faut vous constituer votre retraite vous-même et ne pas compter sur ce système-là et faire à côté les investissements qui vont vous permettre d'obtenir un revenu par la suite. D'accord? Ça, c'est mon conseil. Du coup, eh ben, on a terminé la deuxième partie, sur la reconversion professionnelle. Donc vous avez bien compris que mon histoire perso, l'héritage et cetera, tout ça a fait que, ben, je me suis forgée par l'expérience, hein, déjà et puis, après la vie a fait que, bah, j'ai fait les bons choix et j'ai démissionné de là où j'étais et j'ai pris un autre chemin, tout simplement et aujourd'hui, je suis très fière, très contente d'avoir pris cette décision et très heureuse parce qu'aujourd'hui, je suis à un autre rythme de vie, beaucoup plus aligné, beaucoup plus détendu qu'avant et franchement, bah, je peux me remercier pour ça parce que c'est pas facile de sauter le pas. Quand je suis partie, ça a pas été sans émotion, hein, parce que j'ai quitté une petite famille, hein. Franchement, à la banque, on était vraiment soudés, on avait une bonne ambiance, dans les agences. J'ai croisé un tas de collègues exceptionnels avec qui j'ai partagé des très bons moments. Donc pour ça, je regrette rien du tout. Mais bon voilà, là maintenant, il y a d'autres choses à faire et voilà. Du coup, je vais m'arrêter là pour cet épisode qui est très long. Vous avez compris maintenant qui je suis. Donc ces 2 premiers épisodes, c'est les 2 seuls où je vais parler que de moi, hein, puisqu'on n'est pas là pour ça. On est là pour maintenant s'éduquer financièrement sur la question de l'immobilier. Donc dans les prochains épisodes, dans les prochaines vidéos également, si vous me regardez sur YouTube ou sur Instagram, vous allez apprendre les bases de l'immobilier, les bases du bancaire et du financement immobilier en banque. Vous allez apprendre tout ça, d'ailleurs, je suis en train de concocter une formation dans le domaine. Je vais voir aussi si je fais des consultations téléphoniques, c'est-à-dire des appels diagnostiques, pour les personnes qui sont un petit peu perdues dans leur projet, IMO et puis, du coaching, de l'accompagnement en investissement immobilier. Donc restez connectés, c'est pour bientôt. Allez, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt les filles. Ciao.